Bonjour à vous tous, bonjour à tous. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais commencer par une petite observation. Il semble, ou il paraît que maintenant à Lomé, on parle de plus en plus dans le système du phénomène Ferdinandité. Ferdinandité qui, euh, qui je ne sais pas comment dire ça, qui dévoile les dessous du régime. Ça inquiète, on fait des réunions, on dit comment est-ce il faut arrêter ce phénomène. Si on ne peut pas arrêter, comment est-ce qu'on peut le contrecarrer, comment est-ce qu'on peut le dissuader. Donc les réunions se multiplient, à Lomé. Je parle du système au sein du pouvoir. Bonjour Théo, j'espère que tu vas bien. Et donc les réunions se multiplient, on se dit le phénomène Ferdinandité devient inquiétant. Il semble que les dimanches après-midi, à l'heure où je vous parle, toute la ville est hypnotisée. Moi, je ne suis plus à Lomé. Tout le monde a son téléphone pour écouter Ferdinand. Après, les gens découpent les vidéos de Ferdinand. C'est dans les villages, partout, partout. Les gens suivent les vidéos de Ferdinand et ça commence par inquiéter. Et donc, Isidore, il faut pas bloquer Nicolas. Nicolas, lui, il est venu pour me provoquer. Il ne faut pas le bloquer. Donc, et le phénomène est très, très inquiétant. Donc, il y a régulièrement des réunions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec... Bonjour Marine, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrecarrer Ferdinand? Et il y a ceux qui regrettent qu'on est allé trop loin, on ne devait pas le laisser partir. Le fait de l'avoir laissé partir ou de l'avoir persécuté, c'est une erreur. Aujourd'hui, il est en train de se venger contre nous. Donc, il y a pas mal de choses que j'écoute. Moi, j'ai toujours des informateurs. Donc, parfois, là où on fait des réunions, il y a toujours quelqu'un ou deux ou trois personnes qui apprécient Ferdinand, des gens qui sont quelque part, qui savent que Ferdinand fait un bon boulot, qui font passer des informations. Donc, je suis au courant de tout ça. Et avant de commencer ce direct, j'aimerais juste dire que, effectivement, j'étais tranquille à Lomé, je faisais mon journalisme, je faisais mon travail. C'est vrai que ça dérangeait beaucoup de gens, mais j'étais pas, je n'ai tué personne. Je faisais du mal à personne, je faisais le travail qu'un journaliste doit faire, informer en toute objectivité. Et il y a quelques individus, sous prétexte que nous les avons diffamés parce qu'ils seraient des pasteurs, ministres, qui ont eu l'ingénieuse idée de nous envoyer en prison. De nous envoyer en prison. Et moi, je dis toujours sans aucune raison de nous envoyer en prison parce que le fait de critiquer des ministres, de dire qu'ils sont pasteurs et ministres à la fois, pourquoi ils ne dénoncent pas l'injustice, ce n'est pas une diffamation, mais ils nous ont envoyés en prison. Et ils se sont réjouis de nous avoir envoyés en prison. Et je me rappelle que quand nous sommes arrivés en prison, le premier jour où on nous a transférés à la prison civile de Lomé, il y a un des ministres, vous pouvez imaginer de qui il s'agit, qui a appelé directement à la prison et pour dire qu'il faut qu'on nous garde dans les conditions les plus difficiles. Il faut qu'on nous garde dans les conditions les plus difficiles. On était en pleine Covid, où il y avait ce qu'ils appelaient la mise en quarantaine. Non seulement on nous a envoyés en prison, le temps qu'on nous menote, qu'on nous déplace de la sûreté pour arriver en prison, il y a un des ministres qui a appelé la prison pour dire ils sont en train d'arriver, il faut les mettre dans des conditions les plus dures. Si le Togo était un Guantanamo, ils allaient nous mettre au Guantanamo. Et donc, effectivement, comme des délinquants, menottés, bousculés par des gens, on nous a mis dans des conditions les plus difficiles. On a fait venir de toutes les brigades, les bandits, les braqueurs, les assassins, tout ça, on nous a mis dedans. On était assis, plus de 75 dans une petite salle, qu'on ferme toute la journée.
et qu'on n'ouvre que le petit matin, on ferme la petite salle toute la journée. Vous n'avez pas le volume sur TikTok? Oui, je pense que le son est bon. Qu'on ferme toute la journée, vous ne voyez pas le soleil, vous êtes assis, les pieds accroupis, les uns collés aux autres, il n'y a pas un seul espace où vous pouvez vous détendre. On est resté là-dedans pendant une quinzaine de jours, dans des conditions assez exécrables. Le matin, à 5 heures, avant 5 heures, on vient vous sortir comme des moutons avec des gourdins. Et on vous met sur la cour, on vous donne 2 minutes pour mettre de l'eau sur votre corps et aller aux toilettes. Et puis on vous remet encore dedans, ça fait le lendemain. Quand on vient cogner, c'est peut-être quelqu'un a envoyé une nourriture, ou bien quelqu'un fait une crise. Et au bout de 8 jours, on est venu faire les tests Covid. Sur les 75 qu'on était dans cette petite salle, il y avait 54 qui étaient déjà contaminés. On a dû les séparer et on a gardé le reste à un autre endroit. Et donc, dans cette épreuve que nous avons vécue, il y en a qui se sont réjouis, énormément réjouis, parce que Ferdinand les critiquait, il y en a aussi dans l'opposition, Ferdinand les critiquait, certains ont même composé des chansons pour se moquer de nous. Et dans cette épreuve-là, il y a quelqu'un qui est décédé. Il y a un confrère qui est décédé dans cette épreuve-là. On peut imaginer le traumatisme. Non pas seulement la perte du confrère, mais le traumatisme qui a été le nôtre. Et on a vécu ces événements et on est ressorti. Et pendant qu'on était en train de se reconstruire, ils ont exigé qu'on leur présente des excuses. D'abord, ils ont dit qu'il faut présenter des démentis. On a refusé. Moi, j'ai refusé. Ils ont dit démentis. J'ai dit, il n'y en a pas question. Finalement, ils ont trouvé une formule d'excuses parce qu'ils avaient la pression de la communauté internationale, de tout et tout. Et on a présenté les excuses, on est sorti. Et pour nous, cette affaire était classée. Au bout d'1 an, on ressuscite l'affaire parce qu'en fait, on a cru qu'en nous mettant en prison, en nous mettant la pression, quand on va sortir, on va mettre de l'eau dans notre verre, on va arrêter l'émission, l'autre journal, on ne va plus organiser l'émission qui dénonçait le régime. Donc, on ressort cette affaire-là, 1 an juste après, pour nous renvoyer en prison, alors qu'il y a déjà mort d'hommes dans cette affaire. Il y a eu des épreuves assez difficiles à supporter. Et on ressuscite l'affaire pour nous envoyer maintenant à la prison d'Agombio. En fait, l'objectif, en ressuscitant l'affaire de ces 2 ministres-là, c'était de nous condamner et de nous envoyer à la prison d'Agombio. Agombio, vous connaissez cette tristement célèbre prison, et on voulait nous mettre dans cette prison avec des djihadistes, parce que c'est là où on enferme les djihadistes. Très, très, très éloignés de nos familles, de nos parents, de nos amis. Personne ne pourra nous visiter. Et peut-être on sortirait de là 6 pieds sous terre. C'était le plan diabolique, macabre, qu'ils ont organisé pour nous retourner en prison. La providence aidant, nous ne nous sommes pas laissés faire. J'ai toujours l'habitude de dire, Dieu qui nous a créés nous a donné toute l'intelligence, nous a donné toute la lucidité, la jugeote et les moyens de prévenir n'importe quel danger. On a eu de très bonnes informations et on a quitté le pays. On a laissé nos familles derrière et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont acharnés sur nos familles, nos femmes, nos enfants, régulièrement menacés, les enfants menacés de kidnapping à l'école, filature, surveillance, tout, sur nos enfants et nos femmes. Après, ils ont lancé des mandats d'arrêt international. Ils ont lancé mandat d'arrêt international, toujours dans le sens de nous traquer comme du gibier. Et
Maintenant qu'on a réussi à échapper à tout ça, et que nous avons commencé par reprendre notre travail tel qu'on le faisait quand on était à Lomé, au moins on se donnait certaines limites, parce qu'on sait que bon, il y a des révélations, si on le faisait, notre sécurité était engagée. Donc on faisait de l'autocensure, on censurait certaines informations, on gardait certaines informations pour nous. Mais comme ce sont des gens fondamentalement mauvais, diaboliques, le peu qu'on faisait à Lomé là, ils ont dit non, qu'on en faisait trop, il faut qu'on nous envoie en prison, il faut qu'on nous neutralise, il faut qu'on nous tue. Je ne peux pas vous dire combien de fois on n'a pas échappé à des tentatives d'empoisonnement, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ça. Ce sont des choses que je ne dis pas souvent. Et on a réussi à sortir de toute cette épreuve-là. Aujourd'hui que nous sommes dehors et que nous avons décidé de relancer maintenant nos activités, maintenant que nous sommes hors de leur portée et qu'on a décidé maintenant d'aller plus loin que ce qu'on faisait, maintenant on dit oui, on en fait trop. Il y a ceux qui dans le système qui regrettent, ah oui, on n'aurait pas dû le laisser partir, vraiment, s'il était ici, au moins si on l'avait gardé ici, ce serait mieux. Aujourd'hui il est parti, il nous dérange. Et on multiplie des réunions, on dit comment on va faire pour stopper le phénomène Ferdinand. Comment on va faire pour arrêter Ferdinand? Il y a même une réunion qu'ils ont eu à faire il n'y a pas longtemps, parce que j'ai révélé les dessous, les rituels du régime, les dessous mystiques du régime. Ce n'est que la première phase. Je reviendrai encore sur les rituels, une deuxième phase. Je reviendrai là-dessus. Ils ont fait des réunions, ils ont dit, là je vais trop loin, ils vont me combattre spirituellement, ils vont m'attaquer spirituellement. Et il y a quelques plaisantins qui viennent ici dans les commentaires pour faire des incantations. Dans les commentaires, vous ne les voyez pas, nous on les voit. Pour faire des incantations. Il y a m'lelomé. Il y a vos petites histoires de féticheurs, de marabouts que vous lancez, les sorts que vous lancez là. Ça ne m'a rien fait. Maintenant que je suis à 10 000 km, c'est ça que vous allez... Vous êtes quand même des plaisantins. Je vais vous faire une confidence. Quand on était en prison, des gens ont fait des démarches, des gens ont interpellé les ministres qui nous ont envoyés en prison. Et il y a un ministre qui a dit, je rappelle qu'ils sont tous des pasteurs, hein. Il y a un ministre qui a dit à son interlocuteur que les féticheurs de son village, pendant qu'on était en conflit avec ces ministres-là, les féticheurs de son village ont fait une délégation pour venir le voir. Donc il a reçu une délégation des féticheurs de son village. C'est le ministre qui se confie, hein. Il a reçu une délégation des féticheurs de son village. Et ces féticheurs sont venus lui dire que l'affaire qu'il oppose avec le journaliste qui parle comme une femme là, eux ils sont venus lui dire que c'est leur affaire à tous. Donc le ministre n'a qu'à, bonjour Christelle, je vais très bien, que le ministre n'a qu'à se mettre de côté. Le ministre n'a qu'à se mettre de côté, il n'a qu'à leur confier l'affaire. En une journée, ils vont finir avec moi. Qu'il n'entendra plus parler de moi, que c'est fini. Zoka Salaou, je ne parle pas des Bokon. Zoka Salaou, aux délégations, Sokopeme. Va comme ministre, qui est pasteur, les tours il n'y a pour des vieux, les journalistes vidéo qui est donc Bessibignon, ne sont pas yo ne to baba ibodomi nkekere kapé yo la pas journaliste mais adaka me kobela yi. Et ce ministre qui se dit pasteur a avoué ça à son interlocuteur. Il y a des choses que je n'ai pas l'habitude de vous dire, hein. Je ne parle pas de Bokono. Bokono, c'est Zoka Salaou, Zoka.
ils ont fait une délégation pour venir. Et lui qui est pasteur, d'abord, il accepte de les recevoir. Et il a l'occupé de rapporter ça. Qu'ils sont venus le voir pour lui dire de se mettre de côté et qu'eux, ils vont se mettre en action et que ce petit journaliste-là, ils vont le liquider tout de suite. Il ne se passera rien. Ça, c'est la première confidence. La deuxième confidence, il y a toujours un de ces ministres qui a dit à un interlocuteur que si lui, il n'était pas né de nouveau, s'il n'était pas né de nouveau, ce qu'il allait faire avec votre Ferdinand là spirituellement, vous n'allez pas le reconnaître. Ce qu'il allait faire avec votre Ferdinand là spirituellement, vous n'allez pas le reconnaître. Et donc, moi je suis resté là-bas. Vous avez fait tout. Les trucs spirituels, les attaques et tout ça. Vous n'avez rien fait. Moi, je n'ai pas... Je ne suis pas dans le monde mystique. Je ne sais pas ce qu'on appelle Ebo, tout ça. Je ne suis pas dans le monde mystique. Mais la force qui me protège dépasse vos petites histoires. Vos fétiches. Si vos fétiches là, étaient solides, ils allaient développer vos villages. Si vos fétiches là, étaient des vrais fétiches, ils allaient amener l'électricité dans vos villages. Ils allaient construire des hôpitaux. Ils allaient empêcher que vos frères vendent les terres dans les villages. Donc moi, je suis dans une autre dimension. Vous avez fait tout. Vous avez fait tout. Mais il ne s'est rien passé. Vous savez, vous n'avez aucune idée de la force qui me protège moi. Vous êtes dans les organisations, dans les loges et tout ça là. Vous allez utiliser ça pour influencer les gens qui ne connaissent pas ces genres de choses. Les analphabètes ou les ignorants, vous allez les effrayer avec ça. Mais la force qui me protège moi, vous n'avez aucune idée de ce que... Vous n'avez aucune idée. Donc ceux qui font des réunions à Lomé pour dire qu'ils vont me combattre spirituellement, ils viennent ici dans les commentaires pour faire des incantations, j'en ai vu certains. Si vous avez de la force là, il faut utiliser ça pour autre chose. C'est maintenant que vous savez que vous avez mal fait, maintenant que nous sommes partis, qu'on a quitté le pays, que vous nous avez contraints à quitter le pays, que vous vous rendez compte que vous avez mal fait, que vous dites oui, on aurait dû le garder, on aurait dû, vraiment on a été trop loin, s'il était ici au moins, il n'allait pas franchir certaines limites, maintenant qu'il est dehors, il dit tout. Je ne dis pas tout. Je dis juste 10% de ce que je sais. Je ne dis pas tout. Je dis juste 10% de ce que je sais. Et je vous ai dit, si jamais je devenais activiste, mais la République va sauter. Parce que je n'aurai pas de limite. Donc, là où vous multipliez vos réunions, tout ce que vous racontez, tout ça là, je suis au courant. Je suis au courant. Si malgré tout ce que vous avez eu à faire, on a réussi à vous échapper, c'est que la force qui nous protège, elle est au-dessus de la vôtre. Et maintenant, vous allez assumer. Vous pensez que quand vous vous menacez, vous avez menacé nos familles, tout ça, vous pensez que ça me fout au pôle. Vous allez assumer, mais dans la vérité, dans l'objectivité, personne ne viendra mentir sur vous. Vous allez assumer. Vous allez assumer. Donc moi je ne veux pas, comme dit Ferdinand, oh Bléouville là, oh quoi mais on a là, quoi mais on a mis là. Oh quoi mais on a mis là. Et à mes coups les gens mais voix au bas, tu as pas capé à l'émi somme là à combien. Quand vous êtes méchant envers vos semblables, n'oubliez pas que il y a le retour du bâton. Et je le dis parce que
de ce qui nous est arrivé, il y a eu des impacts sur les journalistes au Togo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui font du bon boulot, mais qui ne peuvent même plus faire des enquêtes parce que les gens ont peur d'aller en prison. Les gens ont peur de mourir. Donc, les journalistes ont suffisamment d'informations, mais ils les gardent pour eux. Ça, c'est la conséquence directe de ce qui nous est arrivé. Il y a des journalistes au Togo qui font de très bons boulots, qui sont prêts à faire des enquêtes, à les publier, mais la peur des représailles fait que les gens aujourd'hui sont là. C'est l'effet immédiat de ce qui nous est arrivé. Et quand on a des journalistes qu'on fait taire, la société n'est plus informée. Il n'y a plus d'informations qui circulent. Les gens ne sont plus informés. Donc, vous vous plaignez pourquoi? Vous allez assumer. Donc, tout ce que vous faites là, vous faites des petites réunions, on va faire ci, on va faire ça, on va le combattre spirituellement et tout ça. Vous avez tapé poteau. Laissez les journalistes à Lomé travailler. Media Folé Badina, journaliste au nom de les Lomé. Laissez les journalistes informer objectivement le peuple. Laissez les journalistes donner des informations. Au lieu d'étouffer les gens. Quand vous étouffez les gens, vous les rendez radicaux. Arrêtez d'étouffer les gens. Laissez les gens s'exprimer. En toute objectivité, en toute honnêteté, vous qui tenez le pouvoir à Lomé, vous allez dire que vous ne tirez pas de bonnes choses de ce que je dis ici pour améliorer la vie des Togolais. Vous allez dire que vous ne tirez rien de bon dans ce que je dis les dimanches pour améliorer la vie des Togolais. Vous allez dire que tout ce que je dis, c'est des critiques inutiles, c'est mauvais. Non. Vous tirez des leçons pour améliorer les choses au pays. Et ça, c'est le rôle du journaliste. Le journaliste, il est là pour relever ce qui ne va pas dans la société, pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie des citoyens. Vous êtes tous connectés, vous êtes connectés. Ceux qui sont directement connectés, ceux qui sont connectés par des comptes secondaires, vous êtes connectés en train de suivre ce que je suis en train de dire. Alors, d'où vient que quand un journaliste ne devient pas votre griot, il faut l'éliminer, il faut le tuer, il faut l'assassiner, il faut l'envoyer en prison. Vous les pasteurs là, ne croyez pas que j'ai oublié. Hein? Celui qui a la plaie là, il n'oublie pas. Chaque chose en son temps. Je vais revenir sur vous. Vous qui nous avez envoyés en prison là. Ne pensez pas que c'est fini. Non. C'est pas fini. C'est pas fini. Je vous exposerai, mais en toute objectivité, au moment venu. Au moment venu. Donc, continuez vos réunions. Continuez à savoir comment vous allez faire pour neutraliser Ferdinand. Continuez de vous inquiéter que Ferdinand est dans toutes les maisons aujourd'hui. Tout le monde écoute Ferdinand. Les dimanches après-midi, les gens ne font plus rien. Toute la ville est calme. Les gens sont dans leur chambre en train d'écouter Ferdinand. Ça vous inquiète? Continuez de réfléchir. Là où vous faites les réunions, je suis là-bas. Moi, je suis du vent. Hein. Je suis du vent. Moi, je suis du vent. Je suis partout et nulle part. Il y a quelqu'un que je dénonce là. Il semble que la personne est venue voir sous sa table si je n'ai pas mis un micro. Vous voyez comment les gens sont devenus paranoïaques. Moi, je suis partout. Donc voilà, quand je dis partout, je suis partout. C'est que j'ai travaillé des années et j'ai des informateurs partout. Des gens que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc continuez vos comités là et on verra bien. Alors c'est la première, c'est la mise au point que je voulais faire avant de continuer ce journal et avant de continuer ce live. Une pensée pour
pour Joël, sa famille, ses enfants. Et voilà. Je vais commencer le live sur le fond des sujets ce dimanche avec une première information. Il semble que nous voulons aller faire la médiation entre la RDC et le Rwanda. Quand je dis nous voulons aller faire la médiation, vous savez de qui je parle. On veut aller faire la médiation. Il y a quelques jours, on était chez Kagame, tout sourire. Et donc après la guerre s'est intensifiée à Goma. Goma est tombé. Et donc il semble que nous voulons offrir nos services de médiateurs. On envisage, donc ce n'est pas encore dans la réalité, mais qu'on envisage la médiation en RDC, entre la RDC et le Rwanda. La médiation ou le dialogue que nous avons refusé dans notre propre pays, que nous avons refusé dans la classe politique, que nous avons refusé avec nos opposants, que nous avons refusé à nos syndicats, le dialogue que nous avons refusé à nos journalistes. Nous voulons aller faire ce dialogue-là en RDC avec nos amis congolais, rwandais. Je ne sais pas qu'est-ce que le petit Togo va aller chercher dans cette affaire. La crise en RDC est une crise très complexe qui a des origines très lointaines. Ça remonte même avant les indépendances. Ce qu'on voit là, ce ne sont que des épiphénomènes. Et à l'indépendance, on sait la crise que la RDC a connue, le Congo qu'on appelait à l'époque, la tentative de balkanisation, les querelles entre Lumumba, Kasavubu, Moïse Tshombe, le Katanga qui voulait s'autoproclamer indépendant. Après, Mobutu qui est rentré dedans, qui a neutralisé tout le monde, qui a pris le pouvoir, qui a régné longtemps. Après, il a été renversé par Kabila, Kabila père, Kabila fils. Après Tshisekedi, ce pays a une histoire très complexe et est au centre des convoitises qui va au-delà. Vous savez très bien que Kagame a derrière lui toute la communauté internationale. Kagame, c'est le Rwanda, c'est l'Israël, le petit Israël de la sous-région qui tient tout le monde au respect. Et Kagame se comporte comme Netanyahou. Donc, vous avez toutes les puissances qui sont derrière lui, qui lui donnent les moyens, parce qu'il y a des richesses à prendre au Congo. Ça, c'est les facteurs exogènes. Il y a des richesses à prendre au Congo. En même temps, le Rwanda joue sa survie. Ça, c'est les facteurs endogènes. Vous savez que le Rwanda, c'est un bout de territoire qui fait la moitié du Togo, 26 000 km², mais qui a 13 millions d'habitants. 13 millions d'habitants. Donc, il y a une surpopulation du territoire. Ils sont à plus de 1500, 2000 par kilomètre carré. Et donc, quand un territoire a autant d'habitants et qu'il est lui-même constipé chez lui, il cherche des débouchés ailleurs. Donc, le Rwanda est en train de chercher des débouchés ailleurs. Donc, il attaque la RDC, non seulement pour piller les ressources, mais pour élargir son espace, parce qu'il y a des gens à nourrir, il y a des populations à nourrir. Après, on a un chef d'État, Tshisekedi, qui n'incarne rien du tout. Tshisekedi, le problème qu'on a en Afrique, c'est qu'on n'a pas de leaders. On a des dealers, on n'a pas de leaders. On a des dealers, des gens qui utilisent l'État pour dealer, pour faire des business avec les Occidentaux ou avec les puissances étrangères, juste pour avoir de l'argent et jouir. C'est des dealers, ce n'est pas des leaders. On a eu des leaders à l'indépendance, ils ont été vite assassinés. Et puis après, on a eu des soudards à la tête des pays, des gens qui n'ont pas de patriotisme, qui n'ont rien, qui n'ont pas de vision, qui sont là juste pour leur propre bien, le bien de leur famille. Tshisekedi vendait de la pizza en Belgique, à Bruxelles. C'était un vendeur de pizza. C'était un vendeur de pizza avec des diplômes qu'on ne sait même pas s'il les a obtenus pas. Et c'est quelqu'un comme ça du jour au lendemain qui se retrouve à la tête d'un pays et qui porte aujourd'hui des bracelets de 600 000 $. Qui porte des bracelets de 600 000 $.
Quelqu'un qui vendait de la pizza à Bruxelles, il devient président et il porte des montres de 600 000 $. Regardez bien ces montres. Il y a plusieurs articles. Sa femme était assistante sociale, donc si elle gagnait beaucoup plus, peut-être pas plus de 2 000 €. Mais cette femme porte aujourd'hui des pendentifs de 30 000 €, des chaînes de 30 000 €, 40 000 €, 50 000 €. Un pays où les gens sont dans la misère. Il n'a pas eu le temps de former une armée. Il est de tous les voyages. Il se promène partout dans le monde. S'il y a une conférence des cafards, il est là-bas. S'il y a une conférence des moutons, il est là-bas. S'il y a une conférence des chèvres, il est là-bas. Pour lui, c'est voyager avec sa famille, faire la fête. Ses petits frères, sa femme, leurs frères, tout le monde est au cœur du pouvoir. On se partage les biens. Il n'a pas, pendant qu'il jouissait, il a oublié qu'il fallait construire une armée solide pour défendre l'intégrité de son territoire. Les militaires congolais sont payés à 150 $. 150 $. Les militaires congolais sont payés à 150 $. Les députés sont payés à 21 000 $. Les députés qui sont à Kinshasa sont payés à 21 000 $. Ils ont des 4x4 Land Cruiser. Pendant ce temps, les militaires sont payés à 150 $. Après, il va recruter des mercenaires roumains. Il paye chaque mercenaire 10 000 $. Au premier coup de feu, les mercenaires ont déposé les armes. Ils sont rentrés au Rwanda. Bon, ils sont partis. 10 000 $ par mercenaire. Il payait 10 000 $ par mercenaire. Pendant ce temps, il paye 150 $ aux militaires de son pays. Et ça, c'est des patriotes. C'est des nationalistes. C'est des gens qui ont l'amour de la patrie. Plus grave, ils ont un de ses amis ou ses cousins, infirmier, ministre de la Défense. Un infirmier, ministre de la Défense, infirmier. L'infirmerie, c'est une noble profession. Mais ça n'a rien à voir avec la défense. Ils ont un de ses copains, ministre de la Défense, infirmier de son État. C'est ça aussi l'Afrique. Le népotisme, le communautarisme, le tribalisme, la gestion d'un pays par les amis, le médéfrérisme, s'il faut parler du Togo. Ils ont son ami, infirmier, ministre de la Défense. Je ne dis pas qu'il est infirme. Hein. Infirmier ne veut pas dire qu'il est infirme. C'est le domaine médical. Infirmier. Maintenant, lui, il est parti s'inventer des diplômes de juriste. Et quand la guerre a commencé, il va faire un discours où il plagie mot par mot. Il plagie, il recopie mot par mot. Churchill, vous connaissez Winston Churchill, un grand homme de la Deuxième Guerre mondiale. Il va plagier Nikita Khrouchtchev. Nikita Khrouchtchev était de l'URSS. Il va plagier le général Patton et il va plagier Macron. En un seul discours, il a plagié 4 leaders, dont 3 sont déjà décédés. Il a plagié Nikita Khrouchtchev, il a plagié Winston Churchill, il a plagié Patton et il a plagié Macron. En un seul discours. Et il commence à dire, nous allons faire la guerre sur les airs, au sol, en mer. Alors qu'il n'y a pas de mer à Goma. Ça, c'est ce que Churchill a dit. Il n'y a pas de mer à Goma. Vous voyez ça? Et c'est des incompétents comme ça qui ont la responsabilité de diriger l'Afrique. Je dis toujours, quand nous faisons la part des choses, il faut que nous situions nos propres responsabilités dans les dérives de nos pays. Il faut que nous situions nos propres responsabilités dans l'effondrement de nos pays. La responsabilité des autres, on la situe, c'est bien. Mais il faut qu'on situe nos propres responsabilités dans nos pays. Ce n'est pas les autres qui ont demandé à Tshisekedi de nommer un infirmier ministre de la Défense. Ce n'est pas les autres qui ont demandé à Tshisekedi de nommer un infirmier ministre de la Défense. Ce ne sont pas les autres qui ont demandé à Tshisekedi de payer ses militaires à 150 $. Ce ne sont pas les autres qui ont demandé à Tshisekedi de payer 10 000 $ aux mercenaires roumains. C'est ça la réalité. Il faut faire la part des choses. C'est ça l'objectivité. C'est ça l'objectivité. Il faut que nous mettions sur la place publique la responsabilité de nos dirigeants dans la misère et l'effondrement de nos peuples.
En même temps que nous situons la responsabilité des autres qui les manipulent pour leurs intérêts, situons aussi la responsabilité de nos propres dirigeants. On ne peut pas occulter la responsabilité de nos dirigeants en accusant tous les jours les autres. Voilà un ministre de la Défense, infirmier de son État, qui va plagier en un seul discours 4 leaders dans le monde. Après, il dit que c'est ça, c'est la directrice de communication de son ministère qui l'a induit en erreur, il l'a limogé. Et depuis, le président ne l'a pas limogé. Le président ne l'a pas limogé. Et le président lui-même, pendant qu'il faisait les élections pour le deuxième mandat, il était sur une radio ou une télévision, il disait « Je vais faire la guerre au Rwanda ». Il a dit, il a fait ceci, à la moindre escarmouche. Lisez bien sur mes lèvres, c'est ce qu'il disait aux journalistes. Lisez sur mes lèvres. À la moindre escarmouche, je vais bombarder Kigali. Je vais bombarder tout le Rwanda. Nous avons les capacités aériennes. Nous avons des armes qu'on peut tirer de la RDC qui vont atteindre Kigali. Depuis, on l'appelle Monsieur Escarmouche. Vous allez déclencher la guerre quand? Monsieur Escarmouche, vous allez déclarer la guerre quand? Et c'est dans ce bourbier-là, que le Togo veut s'inviter comme médiateur. En tout cas, bon courage. Bon courage à nous. J'espère que ça va bien se passer. Ça, c'est sur l'actualité au-delà de nos frontières. Mais comme ça me concerne, j'ai voulu placer un mot. Maintenant, second sujet. Alors, la semaine dernière, le dimanche dernier, j'ai parlé ici de la gestion approximative des agropoles. Les agropoles, c'est ce projet qui a déjà englouti 120 milliards de la part de la BOAD et la Banque africaine de développement, qui doit être implémenté dans la région de la Kara, dans les localités comme Kabou, Tankwen et tout ça, et Kara aussi. Et ce projet bat de l'aile. Et depuis que j'ai dénoncé ce projet Agropole la semaine dernière, et le dimanche dernier, toute la semaine qui vient de se terminer, le ministère de l'Agriculture a publié des articles, carrément des articles identiques dans tous les journaux togolais pour dire que non, que le projet Agropole se porte bien, que tout va bien. J'ai vu la une des journaux, les articles partout, Agropole par ici, Agropole par là, que tout va bien. Bon, en journalisme, on appelle ça la riposte. Ça me fait plaisir parce que quand on sort des dossiers comme ça, et que les autorités essaient de se justifier de cette manière-là, ça rapporte un peu d'argent aux journalistes. Toute la politique africaine, abonnez-vous. Donc les gens ont dû avoir 100 000, 100 000 pour relayer ces articles qui ont été préécrits et qu'on a envoyé à leur rédaction pour publier. La preuve en est que on a touché là où ça fait mal et c'est vrai que les projets ont du plomb dans l'aile. Mais je n'ai pas encore vu le ministère réagir sur le projet de Diagbélé. La riziculture de Diagbélé, je n'ai pas encore entendu le ministère qui a réagi. Je n'ai pas encore lu les réactions du ministère ou de la présidence sur les projets PAPV pilotés par M. Ali Tagba, dont les enfants font la bamboula Lomé, ces enfants qui ont créé plein de sociétés écrans, qui reçoivent de l'argent et tout et tout et tout. Je n'ai pas encore entendu. On attend, on espère. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, nous avoisinons, nous sommes bientôt la saison des pluies. Bientôt la saison des pluies. Ceux qui sont sur ma page, je vais publier une vidéo, ma page Facebook, je ne sais pas comment le faire sur TikTok directement. Ceux qui sont sur ma page, je vais publier une vidéo. Parce que nous sommes à la veille des pluies, il y aura des inondations. Et
vous allez voir la première pluie qui est tombée. À quoi ressemble la ville de Thiévier? À la première pluie qui est tombée. Première petite pluie qui est tombée il y a quelques jours. Donc je publie rapidement cette photo sur ma page et cette vidéo. Et vous allez voir comment les populations de Thiévier se plaignent de la première pluie qui est tombée chez eux. Je cherche la vidéo. Ceci pour dire que nous allons revivre les scènes apocalyptiques que nous avons vécues l'année dernière. Parce que nos autorités, depuis la fin de la saison des pluies, n'ont rien fait pour soulager les populations. Ils n'ont pas investi dans l'assainissement, ils n'ont pas lancé de grands travaux de caniveaux, de drainage d'eau, comme on voit dans les pays voisins. Et donc bientôt on aura la saison des pluies. Et il y a beaucoup de chantiers qui sont à l'abandon à Lomé, notamment dans les quartiers de Benyedi, d'Akore-Sewa et tout ça. Ce sont des chantiers qui sont à l'abandon. Les prestataires n'ont pas été payés, ces chantiers sont à l'abandon. Et donc, quand on va rentrer bientôt dans la saison des pluies, tous ces quartiers seront encore inondés. Tous ces quartiers seront inondés. À Batam et à Jito Gomé, à Tetikopé, les gens m'écrivent de partout que la pluie a commencé par tomber, ils ont des difficultés à se déplacer. Donc, cette année, on va vivre encore les mêmes scènes apocalyptiques dans nos quartiers. Normalement, un gouvernement prévoyant, un gouvernement qui a un planning, un gouvernement qui a de la vision, dès que la pluie cesse, on fait des canalisations, on creuse de grands canaux de canalisation, comme ça se fait ailleurs, pour soulager les populations. Et que les populations constatent qu'au moins il y a une certaine amélioration chaque année dans la vie de leur quartier. Mais là, rien n'a été fait. Les rares chantiers qui ont été ouverts à Lomé, dans les quartiers que je viens de citer, Benyedi, Akore-Sewa, ou je ne sais où là, ces chantiers sont à l'abandon depuis 2 ans. Nous tirons sur la sonnette d'alarme, mais personne ne réagit. C'est des chantiers qui sont pilotés depuis la présidence par des fonds d'urgence, notamment le fameux PAPV, piloté toujours par ce monsieur Ali Tagba. Donc aujourd'hui, c'est dans la peur que les Togolais, que nos compatriotes sont en train d'aborder l'année pluvieuse qui arrive, la saison pluvieuse qui arrive. Les gens ne savent pas à quel saint se vouer. Et ce problème dure depuis des années. Vous allez mettre 100 ans pour régler les problèmes d'inondation au Togo. Vous allez mettre 100 ans pour creuser des canalisations. Nous avons la chance d'être une capitale qui est entre la mer, la lagune et le bassin de Zion. On est dans 3 systèmes, c'est pas sédimentaires, tout ça, où on peut drainer l'eau facilement. On est entre la mer, la lagune et le bassin de Zion. Donc, on peut canaliser l'eau facilement. Tous les quartiers qui sont au nord de la ville de Lomé, on canalise l'eau. Jusque dans Adjouba, tout ça, le bassin de Zion. Les quartiers qui sont à Tokoin-Kota, tout ça, on canalise dans la lagune. Et de la lagune, on envoie dans la mer. Ça, c'est sorcier. C'est sorcier. Et donc, chaque année, on va vivre les mêmes scènes de désolation. Les gens vont vivre dans des maisons inondées. Leurs bagages dans l'eau. Tout ce qui vous préoccupe, c'est les 20 ans de Yassibé Yadema. Le peu d'argent qu'on a dans le pays, vous utilisez ça pour faire de la bamboula. Mais c'est quand même incroyable. Donc, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se prépare. La pluie arrive. Nos quartiers seront encore inondés. Tous nos quartiers seront inondés. Sauf la caisse, la cité Ouya et les villas de cité Millennium, tous ceux qui ont construit là, eux-mêmes ils habitent là. Sauf ces endroits-là. La cité du Baguida aussi peut-être. La cité de la BCAO, oui. Mais tous les autres quartiers seront inondés. Soyez-en sûrs, il n'y a rien à faire. Ils viendront juste sur les médias pour dire, ah oui, il y a le ministère de la Sécurité qui va au secours des populations. C'est tout ce qu'ils vont faire. C'est tout ce qu'ils vont faire. Donc, préparons-nous. Quand je dis préparons-nous, je me sens encore au pays à affronter cette saison-là qui arrive, cette saison pluvieuse qui arrive, où les maisons, les écoles, les centres de santé seront encore inondés.
Préparons-nous à faire face à ça. Parce que ceux qui sont à la tête du pays ne nous feront rien. Ça, c'est le deuxième sujet. Alors, le week-end dernier, on ne sait pas, non pas le week-end dernier, en fin de semaine dernière, je pense que c'est vendredi, cela fait 5 ans ou 6 ans, je ne sais même plus trop, je pense 5 ans ou 6 ans, je vais regarder dans mes trucs, que on a lancé la reconstruction du marché d'Adaolato, en tout cas le bâtiment central. Ce n'est pas tout le marché qu'ils étaient en train de construire, c'est le bâtiment central. Qu'ils ont relancé la reconstruction du bâtiment, la reconstruction du marché d'Adaolato. Et 5 ans après, nous avons consacré un article là-dessus. Je regarde rapidement quelques détails dans l'article. Nous avons ramassé sur notre site cette semaine tous ces projets que Fora a lancés et qui sont à l'abandon. Et donc, ça fait 7 ans. Ça fait 5 ans que le lancement des travaux de reconstruction de l'immeuble de Lomé et du grand marché de Lomé n'est toujours pas achevé. Ils avaient dit que la reconstruction du bâtiment devait prendre 18 mois. 18 mois. 18 mois, ça fait quoi? Ça fait pas 2 ans, 18 mois. Donc, ils ont dit que la reconstruction du bâtiment central du grand marché de Lomé devait prendre 18 mois. Nous en sommes à 5 ans. Nous en sommes à 5 ans et le bâtiment n'est toujours pas achevé. On veut mettre 5 ans pour construire un petit bâtiment. Voilà, 18 mois, ça fait 1 an et demi. Donc, ils ont lancé les travaux il y a 5 ans. Ils ont dit, les travaux vont s'achever en 18 mois. Nous sommes maintenant à 5 ans. Et les travaux ne sont pas finis. Et plus grave, il y a manque d'argent. On demande à l'EPAM d'aller prêter de l'argent dans les banques pour achever les travaux. Mais au Bénin à côté, quelqu'un est venu au pouvoir il y a 8 ans. Il a construit presque une dizaine de marchés modernes sur l'ensemble du territoire. Peut-être même une quinzaine de marchés modernes sur l'ensemble du territoire. Quelqu'un est venu au Bénin, en 8 ans de pouvoir, il a construit une quinzaine de marchés modernes. Quand on dit vraiment moderne, c'est moderne sur l'ensemble du territoire. Lui, il a construit des marchés. Nous construisons un bâtiment central. Et le bâtiment central devait prendre 18 mois. Nous en sommes à 5 ans. Et le bâtiment n'est pas toujours achevé. C'est ça la réalité du Togo. La triste réalité du Togo. Pendant ce temps, les gens qui sont à EPAM là-bas, ils sont en train de s'enrichir. Et nos mamans continuent de vendre sous le soleil. Vous arrivez à Badaroum là-bas, on a décoiffé les hangars. Et depuis 4 mois, nos mamans sont sous le soleil en train de vendre sous le soleil. Sous le soleil, sous la pluie. Bientôt la pluie va arriver. Et quand je dénonce les corrompus de l'EPAM, les gens viennent dire que non, que ce sont des avantages liés à leur fonction. Que c'est quand même incroyable. Que des gens se partagent l'argent comme des cow-boys. La semaine passée, ils se sont encore partagés 29 millions. Les gens de l'EPAM là. Les gens de l'EPAM que j'ai dénoncés en fin d'année quand ils se sont partagés les primes là. Les grosses primes qui se sont partagées là. Comme si les dénonciations ne leur faisaient absolument rien parce qu'ils jouissent d'une impunité totale. Personne ne va rien leur faire. Le mercredi dernier, ils se sont partagés 29 millions. Ils appellent ça prime d'incitation. Ils se sont partagés 29 millions. Alors que nos mamans dans le marché sont sous le soleil. Ils sont sous la pluie. Ils se sont partagés 29 millions mercredi. Depuis le ministre de l'administration territoriale, en passant par le gouverneur de la ville de Lomé, Madame Kassa, chacun a eu sa part. 29 millions. Ils ont débloqué 29 millions comme ça, ils se sont partagés. Alors qu'il y a 2 mois, même pas 2 mois, nous sommes quoi? Nous sommes en février. Donc il y a 1 mois, je vous ai parlé de tout l'argent qui se sont partagés en fin d'année, après le conseil d'administration. Tous ceux qui ils se sont partagés entre eux. Mais là, mercredi passé, ce mercredi-là, ils se sont partagés 29 millions. Et le ministre de l'administration territoriale est la tête de voûte de cette méthode de corruption. C'est lui le président du conseil d'administration de l'EPA. Donc c'est lui qui entretient la corruption. Donc c'est ça la réalité. Ils se sont partagés 29 millions. Mais allez au grand marché de Lomé. Les pluies arrivent. Allez voir les conditions dans lesquelles nos mamans exposent les marchandises.
exposent leur petite marchandise. Dans quelles conditions ils vivent? Dans quelles conditions ils travaillent? Les hangars qui sont là-bas, il faut les moderniser. Ça ne leur dit absolument rien. Ils se sont partagés 29 millions. Avant de partager l'argent, ils ont regardé à gauche et à droite pour voir si Ferdinand les regardait, il est caché quelque part. Un ministre de l'administration territoriale qui a déjà son salaire, qui a ses avantages, il puise de l'argent tranquillement dans les caisses de l'épargne. Comment voulez-vous que le Togo se développe avec autant de gabégie, autant d'impunité, autant d'assurance pour des gens que quand ils prennent l'argent public, on ne leur fera absolument rien. Les gens ont inventé des primes. Primes de quoi? Primes de budget, primes d'incitation, primes de fin d'année, primes de ceci, primes de cela. Et ça ne choque personne dans l'administration. Des gens se lèvent un matin, ils prennent 29 millions des caisses de l'épargne, pendant que les femmes chez qui ils prennent les tickets sont sous le soleil et ils se partagent ça entre eux. Et il n'y a personne pour les arrêter. Parce qu'ils ont des bras longs, ils ont des réseaux, c'est parfois des trucs communautaristes, ils ont des frères qui les protègent et personne ne leur dit rien. Personne ne leur dit rien. Ils disent oui, on va faire, il va crier, il ne va rien se passer. On va faire, il va crier, il ne va rien se passer. Mais continuez pas à faire. Moi aussi, je vais crier jusqu'au jour où mes cris d'alarme là vous emportent. Et ça va vous emporter. Et demain, sachez que tout ça, ça va vous suivre. Hein? Tout ce qu'on est en train de dénoncer là, ça va vous suivre demain. On vous demandera des comptes demain. Surtout que des gens parmi vous sont très jeunes. Ceux qui ont les responsabilités. On fera des audits demain. Ou bien vous pensez que le pouvoir est éternel. Mais demain, vous répondrez de vos actes. Continuez pas à vous dire que non, on s'en fout. Partagez l'argent comme vous voulez. Mais demain, ça va vous rattraper. Demain, ça va vous rattraper. Donc, voilà. Donc, le marché, le grand marché est toujours là-bas. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Ça fait 5 ans. Rien, absolument rien n'a bougé. Alors, je pars des petits sujets hein, pour aborder les grands sujets, hein, pour arriver vers les plus compliqués. J'ai pris j'ai déjà parlé des inondations, j'ai parlé du grand marché, j'ai parlé de l'agropole. Maintenant, je vais parler de la commémoration des 20 ans de Gnassingbé Eyadema. Ceux qui sont allés à l'église aujourd'hui, dans les villages, dans les villes et dans la capitale, ont vu que là où des messes ont été commandées, les gens sont venus avec les pagnes de Eyadema. Vous les avez vus. Les gens étaient fièrement drapés dans... les gens se sont bien drapés dans les pagnes de Eyadema, tout ça. Et voilà. Les gars, si nous ne faisons pas attention, l'animation populaire va revenir. Hein. L'allure que le Togo prend là. L'allure que le Togo prend là. Si nous ne faisons pas attention, les défilés, l'animation populaire va revenir. Parce que là, déjà, UNIR est devenu parti État. En tout cas, il n'a jamais cessé de l'être, le RPT. Ils sont toujours un parti État. Dès qu'il y a une activité de UNIR, toute l'administration est vide. Dès qu'il y a une activité d'UNIR, toute l'administration est vide. Là, ils sont tous partis à Kara. Il y a certains qui sont partis hier, d'autres qui sont partis aujourd'hui. Demain, l'administration va fonctionner au ralenti. Totalement au ralenti. Les gens à qui on n'a même pas demandé de se déplacer, ils vont aller là-bas. Parce que c'est la norme. C'est comme ça que ça se passe. De demain jusqu'à mercredi. Sinon, sur toute la semaine, l'administration ne va pas fonctionner. Le Togo sera au ralenti. Le Togo sera au ralenti. Et j'apprends qu'ils sont en train de réfléchir pour férier le 5 janvier, le 5 février, qui doit être, je pense, mercredi. Ils veulent faire. En tout cas, il y a une réflexion en cours pour férier le 5 février. Donc le 5 février, on risque
d'entendre lundi ou mardi que le 5 février est férié. Peut-être que comme j'en parle, il ne va pas le faire, mais peut-être qu'ils vont le faire. Mais c'est une discussion qui est en cours pour férier le 5 février. Déjà qu'on a annulé même le championnat de deuxième division. Le championnat qui était prévu pour être joué le 5, 6, 7. On a contraint la fédération à annuler. Parce qu'on veut célébrer la mort de Yadema, tout doit s'arrêter au Togo. Même le football doit s'arrêter. La fédération a sorti un communiqué pour reporter le championnat de deuxième division qu'elle programmait depuis. Il y a plus d'1 an, on n'a plus joué le championnat de deuxième division. Donc ils l'ont programmé 2 fois, ils l'ont reporté 2 fois. Et là, c'est programmé pour la semaine prochaine, ça devrait commencer mercredi, pour finir vendredi. Ils viennent de sortir un communiqué que le championnat est reporté à cause des festivités de 20 ans de Yadema. Donc le Togo doit arrêter de fonctionner. Le Togo doit arrêter de fonctionner. Demain matin, faites un tour dans l'administration. Elle serait quasiment vide. Parce que nous fonctionnons, le pays fonctionne comme un parti-État. Unir et devenir un parti-État. Tous les fonctionnaires sont dans le parti au pouvoir. Donc quand il y a un événement quelque part, tout le monde part. Les bureaux sont vides. Et c'est du manque à gagner pour l'État. Donc, si nous ne faisons pas attention, l'allure que prennent les événements là, ils vont restaurer l'animation populaire. L'animation populaire pour laquelle on nous a fessé à l'école. On a exclu les gens, on a convoqué les parents des gens, on a abruti les populations, on a transformé les femmes en objets sexuels. La plupart des femmes qui faisaient l'animation populaire étaient des femmes que les barons triaient tout ça pour coucher avec. C'était un haut lieu de prostitution. Si nous ne faisons pas attention, l'animation populaire va revenir. Et pendant qu'on dépense énormément d'argent pour ces futilités, vous allez voir à Lomé, les écoles qui n'ont pas de toit, les écoles qui sont je ne sais pas, les enfants qui sont 4 par banc, 3 par banc, dans la capitale. J'ai monté la dernière fois l'école primaire publique de Atikpa Kagoumou. Atikpa, c'est carrément à Lomé. C'est au cœur de Lomé, Atikpa. L'école primaire Atikpa, tout est parti. Le bâtiment est en train de s'effondrer. L'argent qu'on a utilisé pour commander les pagnes, l'argent qu'on a commandé pour l'argent même qu'on donne aux gens pour aller chez les tailleurs, tout ce qu'on utilise dans le cadre de ces festivités-là, l'argent qu'on donne aux églises pour prier, on pouvait prendre cet argent pour équiper les hôpitaux, reconstruire les écoles. Le lycée du 2 février là-bas, ça fait la 2e année qu'ils ont fermé le lycée du 2 février. À Balpédo. Tous les élèves qui sont au lycée de 2 février, on les a distribués dans les lycées environnants. Donc quand vous allez dans les lycées environnants, à Gouin, Clikamé, et je ne sais pas quoi, les élèves sont 3 par banc. Les élèves au lycée sont 3 par banc. Quand on est 3 par banc, on attend quel résultat des élèves? Mais on a de l'argent pour organiser une fête sur toute une année, commander des conteneurs de paille depuis la Chine, de les distribuer sur l'ensemble du territoire, de paralyser l'administration, d'arrêter le championnat de football, peut-être de férier un jour. C'est ça le Togo. C'est ça la KPJ. C'est ça la gouvernance népotiste, calamiteuse. C'est ce qu'on dénonce. Quand vous allez à Tikba, ceux qui sont à Lomé, allez à Tikba. J'ai publié la vidéo du couple maire d'Atikba, qui est un couple maire emblématique, qui a formé beaucoup de gens. Le bâtiment central qui est au fond, il n'y a même plus de toit. Le mur est en train de s'effondrer. Nous sommes au cœur de Lomé. Et ça n'attire l'attention de personne. Le lycée de 2 février qu'on a fermé. Le lycée de 2 février était une fierté pour beaucoup de gens. Ceux qui ont fait le lycée de 2 février. Ils ont dit que le bâtiment était mal construit. Le bâtiment est sur le point de s'effondrer. Il y a des fissures. On a bloqué tout ça. On a déplacé les élèves. On a dit qu'on va reconstruire un nouveau lycée. Ça fait la 2e année. On n'a même pas rasé l'ancien bâtiment. On n'a même pas rasé l'ancien bâtiment pour envisager la construction du nouveau bâtiment. Ça, c'est le Togo. Dans le même Togo, on a mobilisé de l'argent auprès des sociétés d'État pour organiser les 20 ans de Gnassingbé Yadema. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays? Et on dit de ne pas en parler. On dit de ne pas en parler. Toujours dans le cadre de l'organisation de la fête des 20 ans de Yadema,